Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder la question du stalinisme parce que souvent les gens ils sont quand même intéressés par les idées du marxisme, par les idées du communisme, mais forcément tout de suite ils se disent bon c'est bien joli tout ça mais le communisme on a déjà essayé et ça a donné une dictature sanglante quoi. Mais en réalité ce qui régnait dans ces pays-là c'était pas du communisme, c'était au mieux une monstrueuse caricature bureaucratique du communisme. D'ailleurs, quand Staline prend le pouvoir, ses premières victimes, ce seront les membres du bureau politique qui étaient des anciens bolcheviks. En fait, Trotsky, il expliquait à travers cette métaphore, l'économie planifiée a besoin de démocratie comme le corps humain a besoin d'oxygène. Effectivement, une économie planifiée ne fonctionne correctement que si les personnes participent démocratiquement à toutes les échelles de l'organisation, de la production et de la répartition. Si elles peuvent librement faire des critiques, faire des demandes et que toute la discussion autour de cette organisation puisse remonter, redescendre librement. Au contraire, si cette organisation, cette gestion, elle est dans les mains d'un petit groupe, forcément, il va s'octroyer des privilèges et tenter de maintenir son pouvoir. Alors là, on va nous dire, bon d'accord, c'était pas du communisme, mais bon, du coup, est-ce que le communisme, c'est seulement possible ? Est-ce qu'une révolution communiste n'est pas vouée à se transformer en dictature bureaucratique sanguinaire ? Est-ce que dans l'idéologie même de Marx, d'Engels, de Lénine, il n'y a pas un problème en fait ? Donc pour répondre à cette question, on a besoin de revenir sur le contexte de la Russie en 1917, qui était un pays économiquement et culturellement très arriéré. C'est-à-dire que même si formellement le féodalisme avait été aboli en 1861, en réalité, des rapports féodaux continuaient d'exister dans les campagnes et la paysannerie était en réalité la classe majoritaire. La majorité de la population appartenait à la paysannerie. Du coup, la classe ouvrière, qui est la base sociale d'un régime socialiste, ne représentait qu'environ 10% de la population active. Et ça signifie qu'il n'y avait pas non plus d'industrialisation poussée dans le pays. Et c'est très important en fait, on a tendance à pas vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire, mais ça signifie qu'il n'y avait pas suffisamment de voies ferrées, de routes, d'automobiles, qu'il n'y avait pas de tracteurs ou de machines suffisamment avancées pour aider à l'agriculture, etc. De manière générale, la production était très peu socialisée, c'est-à-dire que la majorité de la production et de la consommation était encore fait à l'intérieur de la famille paysanne. De même, une minorité de la population savait lire ou écrire, et le pays avait été, en plus de tout ça, dévasté par la Première Guerre mondiale, socialement et économiquement. Donc si on regarde par exemple dans le manifeste du Parti communiste, on voit qu'en fait la Russie ne correspondait pas du tout aux conditions objectives idéales d'un pays propice à la révolution socialiste. Au contraire, Marx et Engels considéraient qu'il valait mieux un fort développement des forces productives, une classe salariale très forte, etc. Ce qui était le cas, par exemple, de l'Allemagne, de la France ou de la Grande-Bretagne. Et du coup, à partir de là, on peut se demander, est-ce que les bolcheviks auraient dû faire la révolution ? Est-ce qu'ils auraient dû prendre le pouvoir ? Sauf que ce n'est pas les bolcheviks qui ont fait la révolution. La révolution, elle a été faite par la population russe, par tous les travailleurs et la paysannerie. Les bolcheviks n'ont fait que mener cette révolution à la prise du pouvoir des travailleurs du système soviétique. Donc en fait, ils n'avaient pas le choix et les dirigeants bolcheviks comptaient sur l'aide d'une révolution dans des pays capitalistes plus avancés d'Europe de l'Ouest. Et en fait, ils étaient même tout à fait conscients du risque de dégénérescence bureaucratique qu'il pouvait y avoir en Russie s'ils se retrouvaient isolés, que ce soit ou par l'intervention étrangère qui allait détruire la révolution, ou par la contre-révolution même interne. Mais dans tous les cas, cette révolution, elle était importante parce qu'elle a permis, même si elle a échoué en fait, elle a permis de tirer des leçons et d'apprendre, d'aller le plus loin possible en fait, pour apprendre aux générations suivantes à ce que la prochaine fois ça fonctionne en fait, pour apprendre les leçons qu'il y a tirées, pour apprendre les dangers qu'il peut y avoir dans cette révolution. Donc je pense que personnellement c'est important qu'il soit allé le plus loin possible et c'est bien en fait.
Mais en tout cas, de fait, ils avaient raison de compter sur la révolution mondiale, puisque effectivement, une vague révolutionnaire a balayé l'Europe à cette époque. Notamment la révolution allemande de 1918 qui a mis fin à la guerre, mais ça n'est pas tout. Il y a également eu des vagues révolutionnaires en Hongrie, en Bulgarie, en Finlande, en Italie, etc. Mais elles ont échoué à cause d'erreurs de la direction qui sont également des leçons très importantes et qu'il faut connaître pour pouvoir aujourd'hui lutter, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc comme on le voit, contre son gré, la révolution russe s'est retrouvée isolée, et cet isolement a été un facteur majeur du développement de la bureaucratie. Comme on l'a dit, les bolcheviks ont hérité d'un pays extrêmement pauvre et ravagé par la guerre, non seulement la guerre mondiale, mais également la guerre civile qui a suivi la révolution, puisque le pays s'est retrouvé encerclé de 21 armées étrangères prêtes à écraser la révolution. Donc tandis que les autres pays qui avaient aussi subi la guerre, même s'ils étaient souvent dans des conditions plus favorables déjà à la base, pouvaient pendant ce temps se reconstruire, tandis que la Russie subissait une nouvelle guerre. Donc les bolcheviks ont dû reconstruire le pays, prendre en main ce pays, avec une base, un matériel économique et social très faible. Et ils ont dû faire tout le travail que la bourgeoisie fait normalement dans les pays plus avancés. Et ceci a eu des conséquences fatales sur l'évolution de l'appareil d'État, l'évolution de sa composition sociale et politique. Effectivement, la direction de l'État, la direction de l'armée, la direction de l'administration, de l'économie, tous ces postes requièrent des compétences techniques. Or, la classe ouvrière russe, comme on l'a dit, était très faible. En plus, les meilleurs travailleurs étaient partis sur le front de la guerre civile pour défendre la révolution et souvent étaient morts. Qui plus est, comme c'était un pays très peu avancé industriellement, les travailleurs ne connaissaient pas le travail de toute l'usine. C'est-à-dire que dans les pays capitalistes avancés, on peut voir qu'à toutes les échelles de la production, il y a des travailleurs. Dans ces pays-là, les capitalistes, les actionnaires ne sont que des parasites qui ponctionnent du profit, mais en réalité, de l'ouvrier le plus bas au manager, à la direction, à la comptabilité, ce sont tous des salariés. Alors qu'en Russie, souvent, les capitalistes jouaient encore un rôle dans l'usine. Et les travailleurs, qui souvent ne savaient, comme on l'a dit, ni lire ni compter, ne savaient pas en fait faire ce travail de gestion, ne savaient pas faire toutes les tâches nécessaires à la production. Du coup, de même, les tâches de direction de l'État pouvaient se retrouver à devoir être confiées à des anciens dirigeants tsaristes. Si on prend l'exemple de l'armée rouge qui a été érigée et dirigée par Trotsky, on voit qu'elle avait besoin de généraux, d'officiers qui connaissaient ce travail, qui étaient formés à ce poste. Sauf que quand le pays est submergé par les bombes et les balles, on n'a pas le temps en fait de former dans la population des gens à ce poste. Je le redis, mais dans les pays comme même la France aujourd'hui, tous ces postes-là sont déjà faits par des travailleurs, en fait, par des gens dont la famille font partie du salariat. Donc, où trouver ces dirigeants-là? Où trouver ces généraux, ces officiers? On est obligé de les prendre dans l'ancienne armée tsariste. En soi, on peut considérer que cette situation n'était pas nécessairement problématique, parce qu'effectivement, ça peut arriver qu'il y ait une phase de transition comme ça, et elle nécessite, dans ce cas, un contrôle ouvrier fort. Sauf que justement, au fur et à mesure, ce contrôle se fatiguait, et il pouvait même se détacher une couche bureaucratique qui allait essayer d'organiser la production de manière à servir ses intérêts. Comme on ne pouvait pas s'en débarrasser, les pressions de la classe capitaliste et des couches bureaucratiques se faisaient de plus en plus fortes sur l'appareil d'État. Dans la révolution trahie de Trotsky, il donne une image qui est assez éclairante sur la situation et la formation de la bureaucratie. Il dit « L'autorité bureaucratique a pour base la pauvreté en articles de consommation et la lutte de tous contre tous qui en résulte. Lorsqu'il y a assez de marchandises au magasin, les clients peuvent y venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient trop longue, la présence d'un agent s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Or, l'agent chargé du maintien de l'ordre sera tenté d'abuser de sa position et de se servir en premier et mieux que les autres. Comme on le voit, dans la situation de pénurie dans laquelle était la Russie soviétique, l'appareil d'État
devait décider en fait de qui recevrait plus et de qui recevrait moins. C'était à lui de gérer le peu de biens de consommation qu'il y avait. Donc forcément, ceux qui décident ne vont pas se réserver à eux un mauvais traitement. Staline lui-même, en fait, n'était pas forcément le meilleur dirigeant, ou il n'était pas le dirigeant choisi par les travailleurs ou par les bolcheviks, et il représentait l'intérêt de la bureaucratie. C'était le représentant le plus haut placé de l'idéologie, du point de vue de la bureaucratie. On peut aussi se demander dans ce cas, dans les autres pays où le communisme a également tourné à la dictature, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tout simplement, une fois que la bureaucratie avait pris le pouvoir en Russie, elle a tout simplement fait dégénérer toutes les autres révolutions. C'est-à-dire que le mouvement communiste mondial de cette période était complètement dominé par la bureaucratie stalinienne. Déjà parce que dans beaucoup de pays, on ne voulait pas y croire pendant longtemps, on a continué d'espérer que cette bureaucratie, en fait, c'était pas vraiment ce qu'on croyait, etc. Et ensuite parce que, de gré ou de force, par la violence, par des massacres, on éliminait tous ceux qui osaient remettre en cause, tous ceux qui osaient critiquer le régime qu'il y avait en Russie. Donc la bureaucratie avait ses représentants dans tous les pays, dans tous les partis communistes, et elle jouait le rôle de sabotage littéralement des révolutions, du camp révolutionnaire, et elle cherchait à faire des pays où une autre bureaucratie amie avec laquelle elle pourrait s'allier, ou directement elle cherchait à redonner le pouvoir à la bourgeoisie. Comme on le voit, le stalinisme en fait n'était pas inévitable, il est le produit de facteurs historiques. Au fond, en fait, il est la preuve de la justesse des thèses de Marx, c'est-à-dire que le communisme n'est possible que sur un haut développement des forces productives et à l'échelle d'une révolution internationale. Du coup, si on compare à aujourd'hui, on se rend compte que les conditions sont largement plus favorables aujourd'hui que dans la Russie de 1917. Déjà, la classe ouvrière est largement majoritaire dans presque tous les pays. L'industrie et le niveau de développement des forces productives a pu largement avancer. Qui plus est, le mouvement ouvrier aujourd'hui a acquis énormément d'expérience dont il peut tirer des leçons. Et justement, je pense que l'enjeu de toutes les révolutions, mais particulièrement des révolutions à venir, c'est à quel point la direction révolutionnaire sera à la hauteur. La nécessité pour cette direction révolutionnaire de se former et de tirer des leçons de toute cette expérience historique.